بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je remercie Monsieur le Président d'avoir accordé la parole. Je veux remercier également tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette journée d'études. Je ne saurais oublier de remercier toutes les personnes ici présentes ayant répondu positivement à notre invitation, ainsi qu'à tous les intervenants pour nous exposer intéressants. S'il y a un sujet porteur aujourd'hui, très potentiel, c'est celui du nouveau code de la route marocaine. En effet, c'est un code qui est à mon sens spécial, et ce, au moins pour trois raisons. Il est spécial tout d'abord parce qu'il a été accompagné par une vaste campagne de sensibilisation menée par notre gouvernement. Ensuite, il est spécial parce que, outre les procédures juridiques instaurées par ce code, d'autres procédures d'ordre administratif et techniques ont été élaborées afin de faciliter son application. Enfin, il est spécial, et c'est là où on peut marquer une première dans l'histoire de la législation marocaine. C'est un texte dont les décrets d'application ainsi que les arrêtés ministériels le concernant ont vu le jour dans un temps record depuis l'adoption de ce texte. Et quand je dis depuis l'adoption, ça veut dire avant même l'entrée en vigueur du nouveau code de la route, les textes d'application ont déjà place. Alors, tous ces éléments font de ce code un code performant. Je pose alors la question de savoir si ce code est compatible avec le niveau de développement de notre pays, ainsi qu'avec la réalité socio-économique du citoyen marocain. Se pose aussi la question de savoir si ces dispositions sont en harmonie avec le système juridique en présence. Alors, c'est dans cette vision d'ensemble que l'organisation des jeunes avocats de charge a pu opportun de consacrer une journée d'études à ce code de la route, et ce, sous le thème du nouveau code de la route marocain entre enjeux de sensibilisation, de l'entrée en vigueur et des contraintes d'application. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ma modeste contribution qui s'intitule « Réflexion juridique sur le nouveau code de la route ». Certes, le nouveau code de la route a introduit plusieurs procédures juridiques. Et la procédure phare, ou bien la mesure la plus importante de ce texte, c'est l'instauration du système du permis à points. Cela dans un but de dissuasion, mais aussi d'incitation du citoyen à garder son permis de conduire en préservant les points qui lui sont affectés. Ces points sont au nombre de 20 durant la période probatoire qui dure 2 ans, selon l'article 23 du Code de la route. Le solde du permis définitif est de 30 points, et le législateur a également instauré une procédure qui vise à récupérer les points perdus, et ce par le biais de stages de sensibilisation. Et pour ce faire, le législateur a prévu la création de centres d'éducation à la sécurité routière. Alors, une autre procédure a été introduite, et qu'on peut compter parmi les points forts de ce code, c'est la prévention de la corruption, puisque le législateur a imposé aux agents verbalisateurs de porter des badges, disons, identifiants, et cela pour faciliter la contestation, puisque le nouveau code de la route accorde aux citoyens la possibilité de contester la personne. Mais outre ces procédures qui peuvent constituer des points forts de ce code, d'autres mesures ou bien d'autres dispositions représentent des déviations flagrantes concernant des principes de droit, concernant des règles générales qui garantissent le procès équitable, et je parle là notamment du principe de la présomption d'innocence qui est instauré par l'article 1er du Code de procédure pénale. De ce principe, qui est la présomption d'innocence, découle 2 autres principes, dont notamment nul ne peut être contraint à fournir une preuve contre lui-même, et aussi nul ne peut être contraint à prouver son innocence. Alors, dans les dispositions bien précises de ce code de la route, on constate que ces principes sont remis en cause, et là, c'est un recul par rapport aux garanties d'un procès équitable. Notamment, c'est le cas où le législateur a prévu la constatation de l'infraction par de nouveaux moyens de preuve,
Quand je dis nouveau moyen de preuve, j'entends notamment la constatation automatisée et la constatation de l'état naturel. La constatation automatisée de l'infraction, ça veut dire que l'infraction est constatée par un moyen technique. Je parle notamment du radar. Les fonctions du radar sont définies par l'article 198 du Code de la route. Ces fonctions, on peut les définir en 4 fonctions, notamment le radar doit être capable tout d'abord d'identifier l'infraction, d'identifier le véhicule, d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation et d'identifier l'auteur de l'infraction. Cependant, la fiabilité de ce système est sa capacité réelle à remplir ces fonctions. Se pose aussi le problème si l'usage de cet appareil ne constitue pas une atteinte au droit à la vie privée, et notamment au droit à l'image. Les procès-verbaux dressés à la suite de la constatation des infractions par un système automatisé ont une valeur probante au sens de l'article 187 et 202 du Code de la route, qui dispose respectivement, l'article 187, les procès-verbaux dressés sur les lieux de l'infraction, bien sur la base des inscriptions électroniques, en vertu de la présente loi, conforme jusqu'à preuve du contraire. L'article 202 stipule que le procès-verbal des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent verbalisateur du lieu de l'infraction, et là je souligne ce paragraphe, en l'absence d'un agent verbalisateur du lieu de l'infraction, fait quoi jusqu'à preuve du contraire. Et là, on trouve une contradiction de ce texte qui donne une force commande aux procès-verbaux dressés à la suite des infractions constatées par un moyen automatisé, et l'article 289 du Code de procédure pénale qui dispose que les procès valides sont ceux qui sont dressés par un officier de la police judiciaire qui a constaté personnellement l'infraction et non pas par un autre moyen. C'est là une garantie de procès équitable. Plus que ça, l'article 201 du nouveau Code de la route, le dernier alinéa, dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 24 de la loi relative à la procédure pénale, le procès verbal d'infraction établi au titre d'un traitement automatisé ne nécessite pas la signature du contrevenant. Ça veut dire que le procès verbal, dressé à la suite d'un moyen automatisé, même s'il n'est pas signé par le contrevenant, il fait quoi? Et cela, c'est une déviation flagrante par rapport à l'article 24 du Code de procédure pénale. Alors, le législateur, pour instaurer un équilibre, il a permis au contrevenant de contester son infraction. Mais pratiquement, est-ce que cette contestation est envisageable sur le plan pratique? Je ne pense pas. Pourquoi? Prenons l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est douchta, qui conduit un véhicule immatriculé à Agadir. Le propriétaire du véhicule, il est de peine, et le véhicule, il est flashé par un radar sur l'autoroute Rabakaba. Alors, le radar, dans l'hypothèse où il est fiable, et qu'il arrive à déterminer aussi bien le titulaire des certificats d'immatriculation, l'infraction, l'auteur de l'infraction, ainsi que le titulaire du certificat d'immatriculation et le véhicule, combien de temps va mettre l'avis de l'infraction pour qu'il soit notifié à l'intéressé? Des années. Et ça, dans l'hypothèse où le matériel il est fiable et que la communication est favorisée entre toutes les administrations. Alors, pratiquement, cette contestation n'est pas envisageable, et c'est pour cela que la jurisprudence française se méfie de ces matériels, et même si la loi française, elle aussi, dans son cependant, au procès-verbaux dressé à la suite de la constatation des infractions par le biais d'un matériel sophistiqué, le juge français, dans la plupart des cas, donne raison au contrevenant lorsqu'il y a contestation, et je donne l'exemple d'un arrêt de la Cour de cassation française, chambre criminelle, un arrêt rendu en 1985. La Cour n'a pas donné foi au procès verbal dressé par l'agent verbalisateur à la suite de la constatation de l'infraction par un moyen informatisé. Pourquoi? Parce que l'agent verbalisateur n'a pas prouvé que l'appareil en question faisait l'objet de vérifications techniques périodiques et que la constatation de l'infraction a intervenu au moins 12 mois après la vérification, puisque le risque d'erreur
il est possible. Donc l'erreur, elle est possible. Aussi, dans un autre cas, le juge français, il a appelé l'agent verbalisateur à témoigner sur la fiabilité des informations données par le moyen automatisé, puisqu'il n'a pas tenu compte des informations écrites sur le procès verbal. Ceci concerne donc, ce sont des réflexions concernant la valeur courante des procès-verbaux dressés à la suite de la constatation d'infraction par un moyen automatique. Autre problème se pose concernant la constatation de l'état d'ébriété ou bien de l'état d'ivresse. L'article 207 et suivant du nouveau code de la route ont réglementé cette constatation. Alors on peut déceler deux étapes principales. La première étape, c'est l'usage de ce qu'on appelle l'alcotest ou bien l'éthylotest. L'alcotest ou bien l'éthylotest, selon la Constitution, c'est un appareil qui est destiné à dépister à l'imprégnation de l'haleine expirée par le taux d'alcool. Alors, il réagit à la présence de l'alcool. Si le test s'avère positif, on passe à la deuxième étape, c'est l'usage de l'éthylomètre qui vise à mesurer le taux d'imprégnation, parce qu'il y a une mesure à ne pas dépasser, une mesure qui est prohibée. Alors, dans le cas, supposons que le contrevenant refuse de subir ce test-là. Le code de la route, selon l'article 208, il y a possibilité de procéder à d'autres vérifications. Ce sont des vérifications biologiques et cliniques. C'est la prise de sang. Alors là se pose la question sur est-ce que ces dispositions ne constituent pas des déviations au principe de l'inviolabilité de la personne qui est un principe constitutionnel et aussi une déviation au principe qui dit que nul ne peut être contraint à fournir une preuve contre lui-même. Autre question peut se poser, lorsque le législateur a permis l'usage d'un appareil qui permet de déceler la présence de l'alcool et qui ne sanctionne que lorsque la dose elle a été dépassée, est-ce que dans notre système, est-ce que la consommation de l'alcool est permise pour tester, pour la mesurer? En fait, ça c'est pas vrai, puisque le Daïr de 1967 sur l'ivresse publique a prévu aussi un autre moyen de constatation de l'état d'ivresse. Et là, il y a une contradiction entre le Daïr de 1967 et le code de procédure pénale. Se pose alors des conclusions ont été faites au niveau donc, le jour de l'an, sur cadavre, des agents verbalisateurs ont fait subir le test non pas aux conducteurs seulement, mais aussi aux passagers. Et c'était la conclusion. Alors, ce sont des réflexions et des questions que j'aimerais bien qu'elles soient débattues. Et je vous remercie pour votre attention.